everybody smokes. Rhythm makes everything move. Rhythm makes everything move. Des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace.
et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, bonjour. Je suis ravi d'être là. La salle est pleine et le sujet est génial. Je m'appelle Laurent Guèze, je suis le directeur de la rédaction du magazine Enjeux les Échos. On va parler aujourd'hui d'un très joli sujet dans la grande famille des sujets sur l'audace. Le nôtre, c'est l'audace créative. C'est la clé de tout. C'est la clé de l'innovation, c'est la clé de l'emploi. Alors quand c'est l'emploi, c'est aussi la croissance, la création de richesses. C'est aussi la clé du plaisir, le plaisir à consommer, du plaisir au travail. C'est la clé de l'émotion face à une œuvre d'art. Et tout ça, ça crée aussi du lien social. Et c'est ce dont on manque pas mal en ce moment. Alors bien sûr, tout le monde est pour l'audace créatrice, tout le monde est pour. Mais chez nous, ici en France, on a quelques avantages. On est assez doués pour ça. Notre histoire, aussi notre présent, on a des Nobel, on a des médailles Field. Tout ça, ça prouve qu'on est plutôt gâté par la nature. Je bavardais il y a quelques heures avec un grand entrepreneur français qui s'appelle Xavier Niel et qui disait « La France, c'est le meilleur mix entre la rigueur à l'anglo-saxonne et la folie latine ». Seulement voilà, malgré cette créativité débridée dont on est capable, malgré la diversité de nos talents, rarement le contexte économique, qu'il soit d'ensemble, macroéconomique comme on dit, ou bien micro, c'est-à-dire à l'échelle de chaque entreprise ou chaque foyer, n'a été aussi difficile, aussi tendu. Rarement les contraintes financières n'ont été aussi pesantes. Alors, est-ce que écrire, dessiner, composer, peindre, sculpter, innover dans l'industrie, dans les services, innover sur le plan des usages, du marketing, c'est encore possible quand on est sous pression. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je suis plutôt là pour recueillir celles des autres, et je vais donc inviter nos intervenants à me rejoindre. Ils sont juste derrière la porte, ils attendent que ça. Asseyez-vous. Vous m'avez entendu? Bon. Alors, je vais vous présenter
sans prendre de risques par ordre alphabétique. J'aime bien comme ça. Gabriel Gauthier, bonjour. Vous êtes... ouais. Quand on vous voit, on peut deviner le secteur d'activité? Non. Président et directeur de création de Jésus Food Agency, une agence de pub totalement dédiée à l'alimentaire. Mais vous avez eu un parcours dans la publicité, vous avez créé d'autres agences. Ah, je suis un vieux publicitaire, j'ai plus de 30 ans de métier, mais vous pouvez le dire, voilà, j'ai plus de 30 ans de métier, donc l'audace, je peux en parler. Et voilà, aujourd'hui, je suis président d'une agence qui s'appelle Jésus. Voilà. C'est le saucisson, n'est-ce pas? Absolument pas, non, c'est une référence, on y reviendra peut-être, mais la volonté de provocation est intacte, n'essayez pas de la désamorcer avec des... Nazia Mestaoui, bonjour. Bonjour. Nazia, vous êtes à la fois architecte et artiste. Vous êtes surtout là comme artiste? Oui, plutôt comme artiste, effectivement, parce que l'architecture, c'est ma formation à la base. Et donc vous avez développé des projets incroyables. Il y en a un qui est un peu plus ancien, qui s'appelle Electronic Shadow, on en parlera tout à l'heure. Et puis un plus récent qui s'appelle One Heart, One Tree, un cœur, un arbre. Vous voulez nous dire tout de suite juste de quoi il s'agit? Oui, je peux résumer. On n'a pas d'image, mais avec vos mots, il faut mettre de l'image. En fait, c'est une œuvre d'art monumentale qui se déploie dans Paris, qui est prévue pour la conférence sur le climat qui va se tenir donc, en décembre prochain à Paris, donc en décembre 2015 plutôt. Et le concept, c'est de métamorphoser les monuments et les transformer en forêt progressivement par l'action de chacun d'entre nous. Donc je développe une application qui permet à chacun, avec le battement de cœur, de faire pousser un arbre virtuel qu'on va voir pousser sur les monuments en mapping, en projection. Et chaque arbre virtuel devient un vrai arbre physique planté dans un projet de reforestation sur les 5 continents. Et c'est vraiment cette idée de réconcilier d'une certaine façon la technologie, la nature et de connecter le vivant au vivant par le biais de la technologie. Pas mal, non? Vous avez déjà commencé à végétaliser un peu Pascal Nègre? Oui, tout à fait. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes le président d'Universal Music France et aussi VP, vice-président d'Universal Music International. Vous êtes aussi, par là même, le patron de l'Olympia. C'est beau aussi, il y a un côté très business avec tout le groupe, là, et puis l'Olympia, c'est un beau métier aussi, non? Oui, c'est complémentaire. Bon. On a présenté nos 4 top intervenants, mais non, on n'a pas fini, puisque Gérard Inger est à ma gauche. Bonjour Gérard. Alors vous êtes le PDG de Métrobus. Donc Métrobus, tout le monde connaît, même si chacun ne connaît pas le nom, puisque ce sont les affiches qu'on trouve à la RATP, donc dans le métro, sur les bus. Et dans les gares. Et dans les gares, puisque vous êtes aussi patron de Mediagare et Mediarail. Vous avez une autre vie, vous écrivez des livres et vous êtes passionné de l'histoire politique. Absolument. Et d'ailleurs, ça m'amuse de me retrouver dans un amphithéâtre qui s'appelle Guizot, parce que je ne sais pas s'il y a des étudiants d'histoire dans la salle, mais s'il y a quelqu'un qui ne symbolise vraiment pas l'audace, c'est Guizot. C'est une petite provocation de l'organisation. Très bien. Ma première question est pour vous, Pascal Nègre. Votre métier, la musique, la production de musique, est soumis à rude épreuve depuis un certain nombre d'années sur le plan de ses revenus, de son modèle économique, comme on dit. Il vous a fallu vous adapter, vous l'avez fait d'ailleurs, hein, c'est en cours et c'est pas encore peut-être fini, mais vous l'avez fait. Est-ce que Universal Music, en 2014, est aussi audacieux qu'il y a 10 ans? Plus. Clairement, on est dans des business, on a perdu 60-70% de notre business. Il est toujours là, hein, regardez. Donc évidemment, on s'est adapté. On a eu la chance, je dis la chance, d'être les premiers à vivre la révolution numérique et donc à commencer à travailler sur des modèles économiques. Donc vous avez connu, vous étiez très jeune à l'époque, le premier modèle économique payant, c'était les sonneries téléphoniques. Vous vous rappelez le tut-tut-tut-tut-tut. Bon.
Ensuite, il y a eu évidemment l'arrivée d'iTunes. Vous le faites bien, hein? Oui, je le fais bien. On en vendait beaucoup. Ensuite, il y a eu évidemment l'arrivée d'iTunes. Et là, on est en train à nouveau de changer, alors là, carrément de paradigme. C'est-à-dire que l'histoire du disque, ça a toujours été de vendre un support, un 78 tours, une cassette, un CD, et puis ensuite un téléchargement. Et là, on est en train de basculer sur un autre modèle, qui est le fait que tout à coup, le consommateur ne va plus posséder, mais va payer pour avoir accès. Donc ce sont des modèles d'abonnement, ce sont les modèles type que vous connaissez, Deezer, Spotify, etc. Modèle qui a été copié dans le cinéma par Netflix. Et clairement, là, on est sur un changement complet de modèle business. Donc globalement, ce qu'on peut dire à terme, c'est que ce marché aura deux jambes. Une qui sera à l'abonnement et l'autre qui restera évidemment la partie gratuite pour le consommateur qui sera financée par la publicité. Et ce sont donc ces deux nouveaux modèles qu'on est en train de mettre en place. Alors maintenant, en termes de création... Ma question, est-ce qu'on a autant de capacité d'audace avec un business qui s'est rétracté quoi qu'on fasse? Deux choses. Un, il est clair que si vous avez moins de revenus, vous avez plus de difficultés à signer le même nombre d'artistes. Donc ça, c'est une première problématique. Donc tout à coup, clairement aujourd'hui, il y a un peu moins d'artistes signés qu'il y a une dizaine d'années. Mais pas beaucoup moins d'artistes signés il y a une dizaine d'années. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, les technologies du son ont permis, et de l'image, nous ont permis de faire des économies d'échelle. Il est clair qu'un artiste qui a un home studio va coûter moins cher qu'un artiste qui allait dans un studio dans lequel il passait beaucoup de temps, etc. Deuxièmement, la révolution de l'image. Il était impensable de faire un beau clip à moins de 100 000 euros. Aujourd'hui, on fait des clips formidables à 30 000. Bon. Donc, il y a eu aussi cet avantage. Troisième chose, c'est que les moyens de médiatisation ont en partie changé. Aujourd'hui, tout le travail qu'on fait sur nos bases CRM, qui fait que, sachez que par exemple Universal, CRM, c'est la relation client. Hein. C'est la relation, oui. Aujourd'hui, en France, on a 4 millions de personnes qui nous demandent des informations sur leurs artistes préférés ou leurs genres musicaux. Donc on communique directement avec eux, et évidemment que ça coûte moins cher qu'une publicité télé. Donc voilà, donc on a changé le paradigme de notre business et en même temps les moyens de continuer à sensibiliser le consommateur. Vous n'avez jamais loupé un artiste génial faute d'argent? Non. Il n'y a pas de risque. Ça nous est arrivé de louper les artistes géniaux. Pour d'autres raisons. Voilà, parce que ça, c'est la vie. L'audace, c'est aussi pour moi d'abord la peur c'est ne pas avoir peur de se planter. Vous avez en face de vous quelqu'un qui passe son temps à se tromper. C'est-à-dire que, sachez, quand on signe 10 artistes, il y en a 9 qui ne connaîtront jamais le succès. Donc je peux vous parler pendant des nuits entières des artistes qui ont connu le succès. J'ai des bottins entiers d'artistes qui ne l'ont pas connu. Donc voilà, donc je pense que le premier principe de l'audace, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Et sachez qu'à chaque fois qu'on se trompe, on apprend de ses erreurs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nazia Mestaoui, si le numérique a complètement bouleversé le modèle des producteurs de musique ou d'images, de cinéma, quant à vous, il vous a permis d'innover d'une certaine manière, le numérique, puisque tout votre travail artistique, il s'appuie sur le digital, comme on dit. Ouais, en fait, depuis toujours, j'ai une passion pour ce qui symbolise l'avenir de nos sociétés. Et donc, c'est autant le numérique que la physique quantique, que toute une série de domaines qui, à mon sens, symbolisent ce qui sera l'avenir de nos sociétés. Je ne me vois pas, moi, en physique quantique comme ça demain, mais... Si. En fait, ce que décrivent la physique quantique et les technologies, finalement, comme typologie d'avenir de nos sociétés, c'est une société qui va de plus en plus vers l'immatériel. Ce que décrit la physique quantique comme notre réalité la plus rationnelle aujourd'hui, c'est une multitude de vibrations, c'est-à-dire tout est composé de vibrations. Ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, même ce qu'on touche, la matière elle-même n'est qu'une autre forme de vibration. Et finalement, on est héritier d'une société qui est déterministe, locale, matérialiste et qui a un héritage d'une vision cartésienne de la réalité à laquelle on fait encore toujours référence quand on pense à une vision rationnelle de la réalité. Or, aujourd'hui, ce qui s'approche le plus d'une vision rationnelle de la réalité nous paraît complètement contre-intuitif et complètement irrationnel.
Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement à travers l'art, à travers la poésie, à travers les sens et l'expérience, donner cette possibilité de se projeter dans des avenirs possibles et d'inventer l'avenir vers lequel on va. Et pour moi, l'art, c'est vraiment un vecteur justement qui nous permet de générer des utopies, de les vivre, de les expérimenter et du coup d'imaginer ces possibles. Vous avez parlé tout à l'heure de vos arbres qui sont à la fois virtuels et que vous plantez dans la vraie vie, in real life, comme disent les ados. Un mot sur Electronic Shadow. Oui, c'est ça, sur Electronic Shadow. L'autre projet, donc, qui est un peu plus compliqué à expliquer, juste. Non, Electronic Shadow, en fait, c'est un binôme que j'ai monté avec Yacine Aït-Kassi en 2000 et en fait, Yacine est réalisateur, donc moi j'ai une formation d'architecte et c'est vraiment cette envie et cette idée de croiser la matière, l'immatériel, l'espace, l'image et de créer sur ce même principe en fait des expériences qui sont des sortes d'utopies qu'on peut expérimenter et vers lesquelles on peut se projeter. Donc c'est vraiment dans la continuité. Voilà, les autres projets sont des projets que je fais entre guillemets en solo parce que ils viennent de la suite de ce que j'ai commencé à expliquer, qui est justement cette envie de se projeter dans des avenirs possibles. Et c'est ce qui m'a amené en fait en Amazonie. Et donc ça fait 3 ans que je pars régulièrement en Amazonie à la rencontre des sociétés de culture en fait authentique et ancestrale, parce que pour moi justement elles vivent dans une réalité qui est plus immatérielle que matérielle, et donc elles sont restées finalement dans une proximité vis-à-vis d'une réalité dans laquelle ce qu'ils voient n'est qu'une facette parmi une multitude d'autres. Par exemple, justement, et c'est ce qui a inspiré le projet avec la plantation d'arbres, un arbre pour eux, c'est pas du bois, c'est pas de la compensation carbone, c'est un esprit, c'est une intelligence. Certains arbres pour eux sont une bibliothèque dans laquelle ils vont se connecter pour aller chercher des informations. Et c'est ce rapport à la réalité, ce rapport au vivant qui est une vraie source d'inspiration justement pour l'avenir qu'on est amené à construire, parce on retourne d'une certaine façon vers un avenir immatériel. Et pour moi, c'est vraiment cette boucle du serpent qui se mord la queue et cette capacité à réenchanter finalement et à inspirer notre propre avenir. Gérard Inger, je disais tout à l'heure que vous étiez à la fois un homme de pub, d'affichage, mais aussi un passionné d'histoire. Vous avez consacré une bio à Lamartine. Est-ce que vous pensez que la création aujourd'hui est plus contrainte que celle des siècles précédents? Est-ce que Lamartine et ses contemporains étaient plus sereins, selon vous, pour créer? Un poète, pour créer, il a besoin de papier et d'une plume. Après, il faut quand même se faire éditer. Oui. Essayez de vous faire éditer avec des poèmes aujourd'hui, vous m'en direz des nouvelles. Donc les contraintes économiques, elles sont là et elles pèsent lourdement sur la création, quelles que soient les formes de création. Cela étant, on peut aussi s'en affranchir, non pas complètement, mais partiellement. Pour la plupart, vous n'étiez pas né en 1970, mais il y avait un ministre de la Culture, un homme tout à fait remarquable d'ailleurs, qui s'appelait Edmond Michelet, qui disait « Le théâtre se doit d'être pauvre ». C'est un peu excessif, mais ça montrait bien aussi, derrière une idéologie qui peut être discutable, que des œuvres d'art ont besoin de contraintes et n'ont pas besoin d'une quantité pléthorique de moyens pour pouvoir être menées. Vous avez aujourd'hui dans le cinéma des œuvres qui sont faites avec très peu de choses. Il y avait un papier dans Le Monde cette semaine, lundi ou mardi, je ne sais plus, sur le cinéma grec. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la situation économique de la Grèce. Eh bien, justement, en raison de cette situation économique désastreuse, il y a un cinéma grec qui continue à se développer et qui existe, alors qu'à part 1 ou 2 auteurs, il n'existait pas avant. Vous regardez un film d'Alain Cavalier comme Paradis, qui est sorti il y a 3 semaines, 1 mois, il a été fait avec presque rien et c'est un très grand film. Alors ça ne veut pas dire que la pauvreté soit une condition nécessaire de la création, non, mais les contraintes économiques... Pas d'accord ? Les contraintes économiques, elles ont toujours existé. Michel-Ange ou Léonard de Vinci ont eu besoin de mécènes pour pouvoir travailler et exprimer leurs œuvres. Donc ça a toujours existé, et je ne connais pas de création sans contrainte économique. Non, pas de...
Si, ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut obligatoirement être pauvre, malade, bien entendu, pour tout à coup être un grand créateur. Mais non, parce qu'il y a un peu ça en France. C'est très français. Hein. Van Gogh, ça nous a tous marqué. Hein. Donc, on aime bien le gars qui était un génie, qui n'avait pas d'argent, qui n'était pas bien dans sa tête, qui s'est suicidé, qui est devenu connu après. On a cette tendance en France, ce qui n'est pas le cas chez les anglo-saxons. Hein. On considère qu'on peut avoir du talent, être connu, gagner beaucoup d'argent et que tout ça est tout à fait cohérent. Hein. Donc voilà, et avoir les moyens de sa création. Gabriel Gauthier, l'argent justement coulait à flot dans la publicité quand vous et moi on était beaucoup plus jeunes, dans les années 80. Hein, et c'est fini. Les campagnes, est-ce qu'aujourd'hui, avec moins d'argent, elles sont moins inspirées? Est-ce que la contrainte s'exerce aussi dans les agences sur les conditions de travail des créatifs, sur le stress des clients aussi, etc. Est-ce que ça change la capacité, là encore, à produire des belles campagnes? Alors déjà, il n'y a pas moins d'argent. Il est réparti différemment. Mais il n'y a pas moins d'argent, il y a beaucoup d'investissements, il y a plus de public, il y a plus moins d'argent dans les agences, c'est pas le cas? Oui, la question n'est pas. Moi, je m'inscris un petit peu en faux contre. Je crois qu'il ne faut pas confondre le constat et la philosophie nécessaire. C'est-à-dire que très souvent, effectivement, on recourt à l'audace quand on n'a plus de moyens. C'est vrai. Mais moi, je reste convaincu que l'audace sans moyens n'est qu'un feu de paille. L'audace sans confiance n'est rien. Puisque nous avons Pascal Nègre à cette table, les Beatles, très bien, mais sans EMI, c'était qu'un petit groupe de Liverpool. Voilà. Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que les Beatles sans EMI n'auraient pas existé à double titre, c'est-à-dire que c'est la confiance qui les a amenés sur des rivages totalement inexplorés. Sinon, ils auraient continué à faire du Gene Vincent anglais. Leur premier disque, qui était très honorable, n'inventait pas grand-chose. Après, ils ont tout inventé, sauf le rock, bien entendu, mais ils ont tout inventé. Donc, de l'audace, oui, mais sans moyens, ça ne donne rien. Et on peut dire aussi la même chose, qu'il y a quand même un mythe, justement, le mythe de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Pascal, du clip à 30 000 euros. Permettez-moi d'être contre cette logique. Je trouve que j'ai fait des clips pour 500 francs en Super 8 qui étaient formidables, à une époque où j'étais plus jeune, mais ça n'a rien à voir. Le clip à 1 million d'euros peut être un chef-d'œuvre. On ne fera pas un chef-d'œuvre pour 30 000 euros. Il ne faut pas confondre le constat. C'est-à-dire quand on est acculé, on fait des choses audacieuses parce qu'on est obligé de le faire, et la confiance nécessaire à l'audace pour faire des choses qui vont beaucoup plus, qui ne sont pas de l'ordre de la survie et du sursaut, mais qui sont de l'ordre de l'exploration, de la fondation et de la confiance. Et donc, pour revenir à votre question initiale, je pense que la publicité, on parlera beaucoup de digital tout à l'heure, encore que c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, parlons plutôt d'Internet si on veut être précis. Mais la publicité aujourd'hui, on nous dit souvent « Ah oui, mais on fait des films formidables sur le net ». Non, c'est pas vrai. On ne fait pas des films formidables avec rien. On fait des films médiocres avec rien. Et une bonne campagne sans moyens n'existe pas. Et ça, c'est très important. Il faut le dire aujourd'hui. Il faut mettre des moyens dans les plans médias, dans les images, dans la réflexion, dans le temps consacré au sujet. Sinon, on fait du provisoire, on est dans le court terme, il n'y a pas de projet. Enfin, c'est une réflexion qui vaut pas seulement pour notre métier, on n'est pas là pour faire du corporatisme, c'est aussi un sujet de société, le court-termisme, effectivement. Et je pense que ce lieu commun que vous soulignez à juste titre, genre ah oui, mais quand on a moins d'argent, on fait des choses formidables, c'est aussi un alibi pour dire oui, mais vous vous débrouillerez bien. Non, l'argent et la puissance sont des conditions nécessaires pour que l'audace ne soit pas qu'un feu de paille de matamor, mais soit vraiment une démarche exploratoire, créatrice de richesses qu'on va transmettre à des générations suivantes. En fait, les deux sujets peuvent être déconnectés parce que des films médiocres avec beaucoup de moyens, j'en connais. Donc, les deux sujets, l'audace d'un côté et les moyens de l'autre, ce sont deux sujets différents. On peut être audacieux sans beaucoup de moyens et vice-versa. Mais Gabriel disait, avec peu d'argent, on fait quand même plutôt des choses médiocres. C'est bien, vous avez dit cette phrase. Hein. Quand on n'a pas assez d'argent, on fait des choses médiocres. Je ne la réduirai pas de cette manière-là. C'est ce que vous avez dit. Hein. Pour reprendre la remarque de Gérard, effectivement, on peut faire des choses très médiocres avec beaucoup d'argent. Mais si on partons plutôt de ce qui nous anime aujourd'hui,
parlons plutôt de la nécessité vitale de l'audace dans la création. Oui. Cette nécessité vitale doit être soutenue avec des moyens et de la puissance. Quand elle ne l'est pas, comme le soulignait Gérard, là, c'est un problème de médiocrité, de pensée globale. C'est autre chose. C'est là où l'Internet peut changer un peu les choses. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, mais je vois beaucoup de jeunes artistes, artistes, je sais pas, de jeunes qui ont un succès extraordinaire sur YouTube, des comédiens, par exemple, qui font ça dans leur chambre, vous voyez à qui je pense. Alors, est-ce que c'est médiocre? Est-ce que c'est des nouvelles formes culturelles qui plaisent aux ados, aux jeunes, etc. Mais en tout cas, ça coûte 3 € 6 sous. Et ça a fait des millions, des centaines de millions de vues. Ça a de la valeur, tout ça? On ne va pas rentrer dans le débat dangereux de est-ce que le succès est toujours synonyme de qualité. Je ne vais pas rentrer là-dedans moi-même. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas rentrer Maintenant, ce que je pense, c'est que c'est un genre. C'est clair qu'il est plus facile de produire un one-man show où vous avez un gars qui va faire un stand-up pendant 1h30 avec un micro et 2 spots que d'aller produire une comédie musicale sur laquelle vous allez avoir 150 personnes sur scène. Bon. De la même manière dans le disque. C'est clair que produire un album piano-voix, ça coûte moins cher, ou un album d'électro ou de hip-hop va coûter moins cher que si tout à coup vous avez besoin d'orchestre, de musiciens, etc. D'ailleurs, ne vous trompez pas, c'est pas non plus un hasard complet si vous voyez que des musiques type la musique électronique ou les musiques hip-hop sont aujourd'hui en train de devenir des musiques dominantes. C'est parce que ce sont aussi des musiques qui coûtent moins cher à produire. Parce que quand votre artiste veut un orchestre symphonique, ça coûte beaucoup plus cher. Je crois qu'on sait faire des orchestres symphoniques dans des pays low cost, etc. maintenant. Hein. Ouais, enfin, c'est pas... Oui, vous pouvez me dire, même on peut le jouer en synthé, mais c'est pas le truc. Ouais. Mais quand même, on voit bien qu'il y a un impact de l'économique sur la création et sur les genres. Maintenant, je pense qu'il y a un point peut-être le plus important à mon avis, hein, alors là je m'éloigne un peu du sujet, c'est que je pense que l'audace nécessite d'avoir des gens autour de vous qui croient dans votre audace. Et ça, c'est un point pour moi essentiel. Une partie de mon métier, c'est de faire confiance à l'artiste, c'est de l'accompagner, c'est de le pousser dans les retranchements de sa création et lui dire mais ça va marcher, allez, continue. Et ça, c'est la chose la plus importante. Les moyens, évidemment que c'est important, mais cette confiance-là, cette relation de confiance, elle est essentielle, elle est unique. Qui est d'ailleurs la confiance d'un auteur avec son éditeur, ou d'un artiste avec sa galerie, ou avec son agent. Cette confiance-là, elle est essentielle. Et je pense je ne crois pas qu'on a de l'audace tout seul. Je pense qu'on peut avoir des idées audacieuses, mais on a besoin, en général, ça se fait à plusieurs. Ça se fait à plusieurs. Et ça, je crois que c'est un élément très important psychologiquement. Justement, cette confiance, je l'évoquais aussi, le moral des salariés tout à l'heure en vous posant la question. Est-ce que la période où on sent que le pays, et pas seulement le pays, nos vieux pays ont un petit problème de confiance en soi, voire de dépression à certains moments, est-ce que c'est des périodes qui sont moins favorables, moins propices au génie, d'après vous? Non. Sincèrement, non. Il suffit de voir le nombre de start-up qui se développent dans notre pays pour se rendre compte que ça n'a rien à voir. Il y a un état d'esprit qui, effectivement, est celui que vous décrivez, mais ça n'empêche pas les capacités de création, d'audace et d'innovation. Alors, l'innovation, c'est une partie de l'audace. Ça nécessite aussi des moyens, mais c'est une partie vitale pour notre économie. Si je parle 30 secondes de mon entreprise, les panneaux numériques que vous voyez dans le métro et dans les gares, c'est un risque économique qu'on a pris, qui a été quand même assez considérable. Vous avez 600 panneaux dans le métro et vous en avez 1000 dans les gares. À 18 000 € le panneau, ça commence à faire des sous. Mais c'est cette innovation qui nous a permis de nous développer ces dernières années. Donc, sans innovation, et donc, qui dit innovation dit audace, hein, prise de risque, dit aussi moyens, c'est évident, il faut les deux. Mais sans cela,
eh ben, c'est l'immobilisme et ça finit par entraîner la disparition. Mais il ne faut pas qu'on fasse trop de langue de bois dans les entreprises. En ce moment, la prise de risque, c'est pas ce qui a le plus la cote. En général, on essaie de se border de partout. Ça dépend, quand même, ça dépend de quelles entreprises vous parlez. Quand on va sur un marché étranger, comme le font les entreprises du CAC 40, c'est aussi des prises de risque et c'est aussi de l'innovation. Regardez, je parlais des start-up, regardez le nombre d'entreprises artisanales qui développent de nouveaux produits. Non, je ne vous suis pas nécessairement. En termes de création dans la musique, les périodes de crise sont en général les meilleures périodes de création. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de grands mouvements musicaux qui ont été lancés en réponse à des crises économiques. Mouvement punk en Angleterre au moment des chocs pétroliers. Vous pouvez voir la musique électronique et le mouvement grunge dans les années 90 au moment de la crise. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu, si vous regardez les mouvements d'histoire et les mouvements économiques, de crise économique ou de crise historique, vous avez toujours une création artistique et musicale qui est très très riche. Nazia, dans les nouvelles façons de créer, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le collaboratif, qu'apportent aussi les technologies numériques. Est-ce que, quand on est artiste, on pense à créer à plusieurs? Est-ce que c'est possible de faire de l'art, de faire de la création, non pas pour aider l'artiste, comme un orchestre autour de son chef, mais de créer à plusieurs, de co-créer? Complètement. Et en plus, je pense que justement, on est dans cette période post-crise, ou en tout cas qui va potentiellement se construire à la suite de cette crise et qui annonce une société justement qui sort de l'égocentrisme, qui sort de l'individualisme et qui va justement vers une société de l'altruisme, vers une société du partage, de la co-création. Et moi, depuis le début de mon travail, j'ai quasiment toujours co-créé. Et une des dernières collaborations que j'ai eues en date qui est extraordinaire, c'est justement un travail que j'ai créé en collaboration avec la tribu Huniquin d'Amazonie. Je fais des vraies collaborations avec les membres d'une tribu autour du fait de donner à voir l'invisible, donc autour de leurs chants sacrés, qui sont des chants qui accompagnent des états de conscience modifiés, qui sont une sorte de voyage dans un monde des rêves. Et eux, en fait, je les invite à dessiner ces chants sacrés pour leur donner une sorte de matérialité. Et moi, de mon côté, je travaille sur la cymatique, qui est en fait la science qui étudie les formes générées par le son dans la matière. Donc, en fait, j'utilise le son pour générer des ondes à la surface de grands bassins remplis d'eau, dont le fond est en miroir. Et donc, du coup, on voit le son. Par-dessus, en fait, je projette une lumière qui est en fait les ondes cérébrales du chaman quand il chante. Donc, j'analyse son activité cérébrale qui sont en fait à la fois ses émotions et son état d'esprit. Donc, en fait, j'analyse les ondes θ qui correspondent aux états de méditation. Et du coup, ça devient des grandes projections dans lesquelles se mêle à la fois la forme générée par le son aux ondes cérébrales du chaman qui sont mélangées avec leur dessin. Et c'est vraiment une collaboration, une rencontre entre, d'une certaine façon, deux extrêmes, mais qui en vérité parlent exactement de la même chose. C'est vrai que sur le numérique, Amazon est toujours pas loin. Ça. Complètement. Alors, on va passer la parole à ce qu'on appelle le panel d'étudiants. Alors, c'est le premier rang, c'est la brochette d'étudiants qui sont juste devant nous, là. Lequel d'entre vous veut poser la première ? Bonjour. Bonjour, vous pouvez vous présenter. Ilyes Messetfa, étudiant à Paris 1. Ouais. Je voudrais revenir sur vos voyages en Amazonie. Quand on parle de contraintes économiques, quelles sont-elles en Amazonie par rapport à ce qu'on a ici ? Justement, là, on est dans des sociétés dans lesquelles il n'y a pas vraiment d'échange d'argent, il n'y a pas d'économie. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que de par l'interaction que j'ai avec eux, d'une certaine façon, ce qui m'est arrivé très dernièrement, c'est la toute dernière exposition qu'on a eue, c'était aussi la toute première, qu'on a eue ensemble en septembre dernier, a eu lieu dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de São Paulo. On était invités dans une exposition qui s'appelait Feito por Brasileiros, qui a ramené 200 000 visiteurs. Donc, c'était une très grosse exposition. C'est la toute première fois que des Indiens de l'Amazonie étaient présentés comme des artistes contemporains, en fait, dans une collaboration, et non pas comme des artistes présentés dans un musée qui s'inspire d'ethnographie ou d'anthropologie pour parler d'un autre sujet. Et donc, ça a très, très bien fonctionné. C'était aussi un petit peu un choc au Brésil parce que c'est assez atypique. Et du coup, en fait, ils avaient peint une très grande toile qui faisait 5 mètres de haut par 3 mètres de large. C'était la toute première fois qu'ils peignaient en grand. Et cette toile a été vendue. Et du coup, s'est posé la question de savoir
comment cet argent allait être réintroduit dans cette communauté et quel impact ça pourrait avoir au sein de leur structure. Et très vite m'est venue l'idée de faire en sorte que cet argent devienne immédiatement quelque chose de concret. Et donc on a opté pour des terres, parce que ça redevient un bien collectif. Et au niveau du message aussi, ce qui était assez important, c'est que cette communauté, cette tribu prenne conscience que leur culture, leur connaissance et leur différence, c'est leur valeur, et ça a une très très grande valeur, et que ce qui a le plus de valeur en échange avec de l'argent, ce sont des terres en fait. Et du coup, ces terres sont des terres qui ont été déforestées, qui étaient utilisées pour l'élevage de bœuf, et qu'on va pouvoir reforester, et que je vais pouvoir reforester avec l'autre grand projet que je porte. Et du coup, voilà, ça recrée tout se tient, tout se tient. Exactement. Une autre question peut-être. Bonjour, Guilbault Natacha. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Gabriel Gauthier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait marquer dans une publicité? Qu'est-ce qui pourrait être audacieux à faire dans une campagne publicitaire? Voilà, par rapport à tout ce qu'on a, par rapport à l'évolution de la publicité, etc. Ça dépend encore une fois ce qu'on appelle audace. Le rôle de la publicité n'est pas non plus de faire des coups, et je trouve que c'est un des défauts majeurs de l'époque d'aujourd'hui. Quand on parle de digital, souvent on confond un petit peu aussi ce goût de l'éphémère au détriment des campagnes qui durent. Mais bon, on est à la cité de la réussite, et on se doute bien que si on parle d'audace, on l'entend dans un sens positif, et que notre travail de ces 2 journées, c'est de faire de l'audace une sagesse. Et donc l'audace, effectivement, c'est de prendre, c'est d'incarner la volonté de faire des grandes campagnes qui durent et qui marquent leur territoire. Alors, le marquer de façon audacieuse, c'est-à-dire faire ce qui n'a jamais été fait, comme dans la musique, comme dans l'industrie automobile. C'est pour faire la même voiture que le voisin, ça ne sert à rien. Donc nous, notre travail, effectivement, c'est de cultiver la singularité des marques, l'originalité de nos propositions, l'originalité aussi des plans médias qu'on va déployer, intégrer effectivement la modernité, les nouvelles données d'Internet, le fait qu'on s'adresse aux gens de façon beaucoup plus particulière et beaucoup plus instantanée qu'avant. Mais encore une fois, aujourd'hui, le grand défaut de l'univers publicitaire aujourd'hui, c'est justement de privilégier l'éphémère. Donc on va avoir tendance à prendre pour audace ce qu'on appelle le buzz, entre guillemets, c'est un coup d'éclat, de la provocation, mais au mauvais sens du terme, c'est-à-dire se faire remarquer en choquant, alors que la provocation dans le bon sens du terme, c'est de provoquer une émotion, un rire, un acte d'achat, changer un comportement, car la publicité ne sert pas qu'à vendre, elle peut être aussi comportementale, elle peut servir des grandes causes. Si on aborde des questions d'écologie, on pourra en parler de façon plus approfondie. Mais voilà, aujourd'hui, l'audace, c'est de mettre les dirigeants des grandes marques pour lesquelles on travaille et de leur dire « faites votre travail ». Croyez en l'avenir de votre marque. Ouais, des exemples, peut-être, vous avez fait des magnifiques campagnes, là, vous expliquez un peu, ce sera un peu théorique, racontez-nous une belle campagne qui était formidablement audacieuse récemment, par exemple, pour répondre à mademoiselle qui n'écoute plus du tout la réponse. Si, elle était captivée, mais que vous avez quand même l'outrecuidance de m'interrompre alors que j'étais parti dans une envolée lyrique Non, mais pour vous citer une campagne... Alors, voilà, je vais vous donner un exemple d'une campagne qui n'était pas que provocatrice, mais qui était fondatrice, et avec des gros moyens, qui était une campagne que j'ai faite en tant que consultant pour TF1 il y a un petit peu moins d'1 an, et qui était un petit peu pour rétablir comme ça l'image de TF1, un grand acteur populaire, etc., et pour se débarrasser un peu de cette image un peu démagogique et populaire, encore que populaire n'est pas un discrédit à mes yeux. Et on a fait un film donc qui montrait des portraits de Français et qui à chaque fois interpellait le public avec des panneaux qui disaient les Français sont tristes, les Français sont radins, les Français sont racistes, etc. Et on montrait l'exact contraire en incitant les gens à partager une pensée collective. Donc cette logique était en tant que telle audacieuse, voire provocatrice, puisqu'on insultait les gens en prime time, mais pour finalement leur faire dire « bon sang, prenez confiance en vous ». On est quand même le peuple du monde qui se déteste le plus. Enfin, il suffit de prendre n'importe quel taxi pour s'en rendre compte. Et donc voilà. Et là, encore une fois, ça illustre le propos que je tenais tout à l'heure. Voilà, un propos
engagé, autant qu'audacieux, mais qui ne serait qu'une blagounette sur un blog si elle n'était restée cantonnée qu'avec un tout petit plan média. Or, la puissance d'exposition que lui a donné TF1 l'a transformé en un engagement majeur. Et là, effectivement, Nonce Paolini a fait son travail, à savoir pousser à fond une démarche et pas être dans une stature de statu quo. Gérard Inger. J'ai envie de dire, pour rejoindre ce que disait Gabriel, il ne faut pas confondre audace et provoque. Ce sont deux choses différentes. Il a eu raison de souligner que l'audace, ça se situe dans un plan à moyen terme et ça vise à créer quelque chose de pérenne. La provoque, c'est effectivement pour faire du buzz, du bruit. Ce genre de choses, je connais. J'ai des règles légales pour afficher des affiches. Je suis amené à refuser certaines affiches. Certaines affiches sont faites pour que je les refuse. Et à partir de là, naturellement, ça provoque du buzz, etc. Mais ça ne crée rien. Ça ne crée rien. Je pense notamment à Olivier Toscani qui via sa campagne avec Benetton, disait qu'il était justement dans l'audace en provoquant, notamment en provoquant. Oui, et il a provoqué et je ne vois pas où est vraiment l'audace dans une campagne où l'on voit sur la fesse d'une victime du sida marqué HIV, tamponné HIV, avec tout ce que ça peut rappeler par ailleurs. Donc là, c'est purement et simplement de la provoque. Ça n'enlève rien Vous parlez de Toscani, donc il a fini de travailler depuis quelques années. C'est donc quelqu'un qui a marqué, effectivement. Ça n'enlève rien à ses qualités. Mais il y a des moments où il y a l'audace, effectivement, et puis il y a la provoque pure et simple, quoi. Une autre question, s'il vous plaît. Là, on est encore... le panel, c'est la première rangée, c'est ça? Alors après, la salle, tout le monde pourra poser des questions dans quelques minutes. Alors, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Moïse, je suis étudiant à l'ISG. J'aurais une question pour monsieur Gérard Inger. Quels sont les plans d'avenir de la RATP? C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer à l'affichage numérique ou alors rester sur l'affichage traditionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui? Les deux, mon général. On développe l'affichage numérique, mais comme je vous l'ai dit, il y a 600 panneaux dans le métro par rapport à peu près 80 000 panneaux. Donc le papier a toute sa place. Simplement, ça permet une création différente, et là, Gabriel est très bien placé pour en parler, parce que c'est un des meilleurs spécialistes de l'affichage, et il aime ce média. L'affiche traditionnelle est un média qui peut être porteur avec des créations intéressantes, même si aujourd'hui, on est plus dans la photographie qu'avec des affichistes et du dessin. Et on fait des créations, ou en tout cas, on peut faire des créations différentes avec les panneaux numériques. Donc, il y a une place pour le numérique, mais de même que la télévision n'a pas tué le cinéma ou qu'Internet ne tuera pas la télévision, même si elle prendra sans doute des formes différentes, de la même façon, l'affichage numérique ne tuera pas l'affichage traditionnel. Oui, bonjour. Avec le micro, peut-être? Non. Ah, pardon. Il y a une première question ici, pardon. Bonjour. Je suis Victor, je suis en master de finance à l'ESCA. J'ai une question pour Pascal Nègre. La musique se crée aussi beaucoup par crowdfunding. Est-ce que les majors de disques sont intéressés par financer et être un intermédiaire dans le processus de crowdfunding et de faire du consommateur, du client, un investisseur aussi, et pour permettre à la musique de se financer et de rouler peut-être d'une autre manière. Voilà. Merci. Alors, relativiser l'importance du crowdfunding dans la musique. Ça existe, c'est très bien que ça existe. Il y a d'ailleurs quelques artistes qui ont, grâce à ça, pu enregistrer et connaître, rencontrer un public, et c'est très bien. Ça reste pour moi un autre modèle d'une maison de disques normale. La seule différence, c'est qu'au lieu d'aller voir votre banquier pour lui demander de l'argent, ou votre actionnaire pour vous demander de l'argent, vous allez voir l'internaute qui va vous prêter de l'argent. Ça a un avantage, c'est que quand ça ne marche pas, vous ne lui devez rien. Alors votre banquier, quand ça ne marche pas, vous lui devrez toujours l'argent que vous l'avez emprunté. Bon. Donc voilà, je pense que c'est un changement de financement. Je ne pense pas que c'est une révolution du modèle. Voilà. Maintenant, sachez que
quand vous achetez, enfin quand vous écoutez un titre, quand vous achetez un téléchargement, vous achetez un disque, etc., vous faites du post-crowdfunding parce que c'est parce que vous avez acheté l'œuvre de l'artiste que l'argent rentre et lui permet de continuer à faire des œuvres ensuite. Hein. Donc voilà quoi. Donc si jamais vous allez avaler cette technique de financement à l'intérieur d'une maison de disques, quoi. Ça n'a pas de sens? Non, parce qu'on n'a pas, nous, pour l'instant, de problème de financement. Alors, je crois qu'il y avait monsieur qui avait une question. Encore une question pour Pascal Nègre. En ces heures où les chanteurs, les artistes sont de plus en plus découverts sur Internet, quelle stratégie Universal peut-elle prendre pour attirer de plus en plus, et plus rapidement encore les artistes chez eux? Alors, c'est une question intéressante et c'est une question beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Quelle est la différence entre un peintre du dimanche et un peintre? Est-ce que c'est parce que tout à coup vous avez enregistré un titre chez vous et que vous l'avez mis sur YouTube et que tout à coup vous êtes le nouveau David Bowie? Donc, effectivement, il y a plein d'artistes, ou d'artistes amateurs, ou d'artistes, comment appeler ça, éclairés, d'artistes du dimanche, qui mettent plein de musique. Après, là-dedans, c'est à nous à dénicher celui qui a le truc en plus. Alors, de temps en temps, effectivement, il y a ce qu'on a des petits buzz autour des artistes. Bon, en général, quand il commence à avoir des petits buzz auprès des artistes, l'artiste lui-même nous a déjà plus ou moins contactés. Parce que l'artiste, au bout d'un moment, quand il sent qu'il peut basculer d'artiste amateur à artiste éclairé à artiste semi-pro ou professionnel, il va venir nous voir. De toute façon, il devra essayer de nous contacter. Donc voilà, donc il n'y a pas une course. Il n'y a pas une course à « faut vite les repérer, on va se les faire piquer ». Maintenant, faites attention. Ce n'est pas parce qu'il y a un buzz sur Internet qu'obligatoirement ça va être un carton absolu. Il y a un certain nombre d'années, il y avait eu tout un truc créé autour de Camini, vous vous rappelez pas? C'était un rappeur, vous vous rappelez? Il avait fait un clip marrant avec des vaches derrière et tout, bon, qui avait fait un énorme buzz sur Internet. Bon, d'abord, et donc, deux choses. Un, il avait déjà un producteur, donc c'était pas l'artiste tout seul, parce que c'est ce qu'on racontait, mais il n'était pas tout seul. Et deuxièmement, ensuite, quand il a eu ce buzz, effectivement, il a fait la tournée des maisons 10 pour essayer de remporter le plus gros contrat. Bon, on n'y était pas allé, c'est Sony qui avait signé. Et il a vendu 15 000 albums. Donc c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il y a un buzz sur Internet que tout à coup ça va aller plus loin. Alors, oui, monsieur. Bonjour. Bonjour Thibaut Frossard, je suis étudiant à l'école polytechnique. J'aimerais savoir, en ces heures de mondialisation, et notamment avec votre projet Madame, on a pu voir que les pays du Nord avaient une influence sur les pays du Sud pour ensuite en tirer quelque chose et pouvoir faire cohabiter finalement deux types d'existence et deux types de pays qui n'ont pas forcément de points communs à la base. Est-ce que c'est des projets qui sont amenés à se pérenniser au cours du temps, à se développer? Et est-ce que finalement, il n'y aurait pas la possibilité de mettre en place une mondialisation un peu plus importante de la culture pour pouvoir profiter de l'ensemble des cultures mondiales? Waouh! Allez, 2 minutes. On y va. C'est une question assez longue, effectivement. Et puis, il faudrait rentrer dans le détail de ce qui est concerné directement. À mon sens, en fait, justement, il y a cette confrontation entre ce qu'est la mondialisation telle qu'on la vit aujourd'hui, avec plutôt une sorte d'horizontalité d'une culture qui devient complètement identique, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Donc, de la France aux États-Unis à la Corée, on va retrouver le même type de musique, le même type d'œuvre d'art, le même type de travail. Et justement, cette autre réalité dans laquelle il existe encore aujourd'hui des savoirs, des cultures, des sociétés qui détiennent des connaissances absolument incroyables, qui incarnent une vraie différence et qui sont, qui sont des vraies richesses justement parce qu'elles permettent de rééquilibrer d'une certaine façon la pauvreté de la culture qu'on est en train de construire nous, sur des bases qui sont aussi justement désenchantées et assez neutres. Et effectivement, à l'heure où aujourd'hui, chaque jour, une langue disparaît sur la planète,
c'est des constellations de connaissances, de culture, de savoir sur les plantes médicinales, sur les cosmogonies, sur les histoires qui disparaissent chaque jour. Donc effectivement, il y a des vrais enjeux à redonner de la valeur à ces différences, à ces cultures. C'est justement ce qui m'amène dans ces sociétés-là. C'est à travers un regard qui est porté par la technologie et qui symbolise aussi notre modernité, valoriser ces savoirs, ces cultures et montrer à quel point elles sont pointues, elles sont riches et elles sont modernes en fait, parce qu'elles le sont véritablement. Et en vérité, ces cultures, elles existent quasiment à travers le globe. Même en Europe, il nous reste encore des langues qui sont en train de disparaître, des savoirs qui sont de l'ordre de l'immatériel et qui sont extrêmement intéressants. Et il y aurait énormément de choses à faire à ce sujet. Gérard Inger, sur cette mondialisation de la culture et ces rapports nord-sud entre artistes. Je ne partage pas tout à fait ce pessimisme de Nazia, parce que les échanges entre les cultures, ça a toujours existé. Un exemple le plus lointain qui me revienne, c'est quand les Grecs sont allés jusqu'en Asie centrale quasiment avec Alexandre le Grand. Ils ont rencontré les cultures asiatiques et ça a créé une culture très originale en Afghanistan. Un mélange de culture chinoise, asiatique et de culture grecque qui est magnifique. Donc les mélanges de cultures, ça a toujours existé. La culture d'Amérique latine est une culture mixte entre la culture hispanique, les cultures amérindiennes et même l'influence d'Amérique du Nord. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle période. La mondialisation de la culture, ça a toujours été présent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des formes de culture qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui naissent, et il y a des langues qui naissent. Le créole, c'est une véritable langue, ça n'existait pas il y a 3 siècles. Les échanges culturels nord-sud, on les connaît, et on les connaît dans différents pays, aussi bien aux États-Unis qu'en France, avec l'immigration et les populations venues des pays du Sud, et ça provoque un enrichissement culturel, y compris sur le plan musical. Donc, je ne pense pas qu'il faille être trop pessimiste là-dessus. La mondialisation, ça, c'est une chance, et c'est une chance de contact entre toutes les cultures. Pascal Nègre. Alors, j'ai un avis absolument opposé au vôtre. C'est-à-dire que je pense au contraire que la mondialisation est une chance unique pour la culture. Pour ce qu'on a pu appeler en France, ce qu'on appelle encore en France l'exception culturelle française. La mondialisation des plateformes, YouTube c'est partout dans le monde. 1 milliard de personnes qui y vont tous les jours. C'est iTunes qui est maintenant présent dans 110 pays. Donc globalement, ces plateformes qui proposent l'ensemble de la création permettent justement à cette création de circuler. Prenons des exemples tout bêtes dans la musique. On n'a jamais vendu autant de chansons françaises à l'étranger, de chansons françaises. Oui, on est très fiers de toute la vague électro, la French Touch, etc., mais qui était en langue anglaise. On n'a jamais vendu autant de chansons chantées en français à l'étranger. Pourquoi ? Mais parce que tout à coup, les gens le découvrent grâce à YouTube. Ensuite, les titres sont sur Spotify, Deezer, etc. Et aujourd'hui, un artiste comme Stromae, que j'ai la chance d'avoir dans la maison, Stromae, on est appelé de 800 000 albums chantés en français, vendus à l'extérieur de la France. Indila, Gims, l'autre chose, dialogue, vous parlez nord-sud. Prenez les 2 meilleures ventes de disques l'année dernière en France. Stromae, il est né au Rwanda. Gims, il vient du Congo. Donc attention, il se passe des choses, au contraire, merveilleux aujourd'hui, en termes de création. L'Afrique va être une chance colossale pour la musique, avec l'arrivée de la 3G des smartphones, c'est-à-dire que tout à coup, le continent africain va avoir accès à l'ensemble des musiques, et avec une monétisation pour la première fois de la musique, qui fait que cette musique va pouvoir avoir plus de moyens, va pouvoir voyager beaucoup plus. Je crois au métissage. J'ai eu la chance, dans les années 90, début des années 90, de lancer la musique raï en France, qui est une musique complètement métisse, entre une musique traditionnelle arabo-andalouse et puis le funk. C'était ça, le raï. Donc, si vous voulez, au contraire, je pense que la mondialisation, c'est une chance absolue, formidable dans les contenus.
Formidable. Et dans la création, et dans la culture. Ouais. Ouais. Vous parlez des métissages. Il y a eu des grandes inventions musicales, la bossa nova, par exemple, entre le jazz et la musique traditionnelle brésilienne. Est-ce que là, on est dans le 21e siècle, ça continue, ou la nouvelle forme de mondialisation dans laquelle on est moins une mondialisation de mixage, peut-être plus d'exportation, de mondialisation d'un succès qui est plus exposé, comme vous dites? Je suis désolé, mais... Stromae fait de la musique française, belge, il ne fait pas de la musique africaine. Oui, mais enfin, quand vous écoutez du Stromae, vous entendez aussi qu'il y a... Bah oui, vous entendez qu'il y a quand même derrière, il y a un son qui est aussi africain, il y a une rumba africaine qui est derrière en termes de rythme. Sachez qu'il y a 2-3 ans, les plus gros succès mondiaux étaient produits en France. Les Black Eyed Peas, toutes ces choses-là, sont des choses qui ont été produites avec des DJ français. Le son français dans l'électro et la musique urbaine, qui se mélange de plus en plus avec l'électro, il est fait ici, il vient d'ici. Donc les mélanges, les métissages, etc. sont passionnants. Et là-dessus, la France, Paris, qui a une culture de métissage, n'oubliez pas que les plus grands jazzmen dans les années 50, ils étaient ici. C'est pas pour rien qu'il y a eu la fameuse chanson Niggas in Paris de Jay-Z et Kanye West. Mais là, on invente des nouvelles musiques, là, maintenant. Oui, bien sûr. Et elles seront toujours métissées. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est génial. Depuis le rail, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle musique mélangée? Mais aujourd'hui, il n'y a pas obligatoirement des noms, mais clairement, si vous écoutez Stromae, c'est un mélange entre l'électro, de la musique urbaine, de la musique africaine. Voilà, donc après, effectivement, ces mélanges-là, ils existent en permanence dans la création. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous dites tous qu'il n'y a pas d'audace créative solo, il faut un client courageux, des mécènes, des Pygmalions, des agents. Est-ce qu'il y a des nouveaux mécènes? Est-ce qu'il y a des nouveaux Pygmalions? Est-ce que le monde du prescripteur s'est décloisonné, s'est renouvelé? Alors, qui veut répondre? Gabriel? Esquisser une réponse pour ce qui est demandé. Et je pense que là, on est vraiment dans le cœur du problème. C'est qui encore... Voilà, c'est-à-dire que l'audace, elle n'est pas seulement au niveau des créateurs, elle est aussi dans l'engagement des marques. Or, c'est un mystère pour personne que le centre de gravité des décisions s'est déplacé des entrepreneurs aux gestionnaires, voire au fonds de pension. Et donc, le problème de l'audace entrepreneuriale, il se situe exactement là aujourd'hui. Des gens qui ont envie de faire, c'est pas ça qui manque. Des gens qui ont les moyens de faire et qui sont prêts à engager ces moyens, ça, par contre, c'est beaucoup plus préoccupant. Or, aujourd'hui, effectivement, on préfère sortir un film qu'on va tester à l'avance, on préfère sortir une musique dont on sait qu'elle va plaire. C'est devenu un petit peu la norme, d'où cette faillite d'audace qui peut paraître envahissante aujourd'hui. Des mécènes, il y en a. Ils prennent des formes différentes par rapport au passé. Au passé, c'était les grands seigneurs, etc. Puis ensuite, ça a été l'État en France. Et maintenant, vous avez soit les entreprises, soit les collectivités locales. Le tramway autour de Paris, il y a des œuvres d'art qui le ponctuent. Alors, on approuve ces œuvres d'art, on les aime pas, peu importe. Mais le mécénat existe. Aux États-Unis, il est bien sûr plus développé qu'en France, mais regardez une affiche pour un spectacle d'opéra au Met, vous voyez tout de suite que c'est telle et telle entreprise qui permet de monter Aïda ou le Trouvert. Et en France, les grandes entreprises prennent, grâce à des incitations fiscales, prennent une place de plus en plus importante face à une certaine indigence de l'État. Et les collectivités locales, malgré leur indigence, le font aussi dans la rue. Sachant que l'incitation fiscale, c'est quand même un manque à gagner pour l'État participe. Hein, parce que 60%, si je ne me trompe pas, du montant, plus que 60 66, oui, bon, 66. Peu importe. Peu importe. Voilà, on n'a pas Gérard, de vérification. Vous parliez d'État, mais le centre Pompidou aujourd'hui, qui aurait l'audace
de construire le centre Pompidou. On a fait... Regardez la fondation Louis Vuitton, c'est aussi une forme d'audace de la part d'un entrepreneur privé. Excusez-moi, mon cher Gérard, mais comparons Vuitton et le centre Pompidou. Vuitton n'est que la reproduction de Bilbao 15 ans après. On est... Bon, on peut discuter. Enfin, Franck Gehry est quand même un architecte aussi important. C'est pas un architecte de pacotille, mais le geste est quand même d'une audace beaucoup moins hardie. Non, on est tous très contents pour M. Arnaud qu'il ait pu enfin marquer un point contre M. Pinault. La question n'est pas là. Néanmoins, je pense que c'est quand même Paris qui a gagné. Qui nous rendra Pompidou? Nom d'un chien. Bon, vous n'aimez pas Franck Gehry? Ou peut-être... la question n'est pas là. Je parle en termes d'audace. Il y a une audace extraordinaire dans le Bois de Boulogne. Là. On voit cette œuvre-là, c'est absolument frappant. On est loin quand même. Bon. Qui se souvient quand même du scandale des titres de journaux à l'époque, l'ouverture de Centre Ça avait Pompidou. fait du buzz, pour reprendre votre expression tout à l'heure. C'était en 73, si ma mémoire est bonne, l'ouverture. Oui, mais ça dépend alors là vraiment de qui est à la tête de l'État. Quand c'est un Pompidou, ça donne de bons résultats. Quand c'est un Mitterrand avec la pyramide du Louvre, ça donne de bons résultats aussi. Il y en a d'autres qui sont parfois plus critiquables aussi. L'État est capable de conformisme également en matière artistique. Nazia, vous est-ce que les Pygmalions, on a bien entendu le P au début du mot, qui est-ce qui vous fait vivre? Alors, j'ai toujours vécu de ce que je faisais, et c'est vrai que j'ai jamais eu de galerie, ni de mécène identifié qui me suit de façon extrêmement régulière. Donc je reste d'une certaine façon un peu un électron libre, et les choses se font avec fluidité autour de moi. Mais comment vous vivez? Je vis de mes œuvres et des œuvres que je réalise. Que vous vendez? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que les installations, ça se vend pas. Des fois, ça se met dans des contextes. Par exemple, un des derniers contextes en date, c'était le Roland Garros, dans lequel j'ai présenté une petite version de la pièce dans laquelle on plante des arbres avec le battement de son cœur, en partenariat du coup avec la fondation GDF Suez qui a offert les arbres. Et du coup, dans ce contexte-là, ils m'ont invité à mettre en scène la pièce. Et voilà, donc ça, c'est un contexte en particulier. Et c'est vrai que dans mes installations, j'ai toujours tout un écosystème, une économie. La grande installation que je prévois pour la conférence sur le climat, elle va faire travailler une centaine de personnes sur plusieurs mois, et des milliers de personnes à travers tous les projets de reforestation. Donc il y a toujours des constellations qui se créent autour de projets, mais les financements s'organisent en fonction du contexte, en fonction du projet, en fonction du lieu, et c'est extrêmement variable. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à votre question de façon extrêmement claire. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Ma question s'adresse à Pascal Nègre. On parle beaucoup de musique, d'Internet, de nouvelles règles de consommation. Et depuis tout à l'heure, je vois écrit Audace juste au-dessus de vous. Et en ce moment, je travaille pour un groupe audiovisuel, un grand groupe qui s'appelle Newen, dont le président va intervenir tout à l'heure. Et vous parliez du fait que pour avoir de l'audace, il faut être accompagné. J'ai la chance d'être accompagné en ce moment par ce groupe, et j'ai une question à vous poser. J'ai un projet en ce moment qui mêle web et Internet. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous auriez l'audace de me rencontrer? Non, parfois, c'est à la sortie. Là, c'est pendant. Ouais, c'est mieux. Voilà, je ne pouvais pas résister. La réponse, c'est il n'y a aucun problème. D'ailleurs, sachez que si vous allez sur le site Universal, vous pouvez m'écrire. J'ai votre numéro de téléphone. Votre assistant est très charmant, mais je me suis dit que voilà, je suis là, vous êtes là, autant essayer. En même temps, je ne veux pas vous dire non, je ne voudrais pas vous voir. Non, mais je vais plus loin, ça. C'est-à-dire que vous allez sur le site Universal Music, vous pouvez m'écrire, et le nombre de jeunes artistes ou des gens qui ont des idées de start-up, etc., qui m'envoient, et que je vois ensuite, où je fais voir par les gens de ma boîte. Fondamentalement, oui, la porte, elle doit être... Le principe de l'audace, premier truc, c'est qu'il faut ouvrir les fenêtres et les portes. Parce que si vous pensez être audacieux dans votre chambre avec les volets complètement fermés, ça ne va pas marcher. Donc, fondamental. Moi, je joue un peu de piano aussi, si on pourrait se voir après. Une autre question. Monsieur. Alors, cette fois-ci, c'est une question qui s'adresse à vous tous. C'est, est-ce qu'on peut enseigner l'audace? Est-ce qu'on peut transmettre l'audace? Ah oui, elle est bonne, celle-là. Elle est très, très bonne, cette question, je trouve.
Allez, en tant que chef d'entreprise, par exemple, il y a une forme de transmission quand on a des collaborateurs. C'est un devoir. Oui, c'est un devoir. C'est un devoir. Non, mais le devoir des entrepreneurs, justement, est de transmettre cet esprit-là. Et je pense qu'il faut définir l'audace comme une sagesse. Et bien évidemment, il y a des pratiques de l'audace. Pascal en a défini une fondamentale, c'est effectivement de garder l'esprit ouvert. Première règle, voilà, il faut absolument respecter. Et après, il faut y croire, la soutenir, l'entretenir. Parce qu'en fait, ce qu'on essayait de définir tout à l'heure, c'est quoi la différence entre l'audace et la provocation? En fait, ce dont on parle, c'est d'une audace qui dure, qui est pérenne dans le temps. C'est là où la créativité, entre le clip de Camini et la carrière de Daft Punk, toute la différence, c'est la pérennité. Parlons pas de qualité, c'est un autre débat. Mais toute la différence est là. Donc il faut de la durée, donc des moyens, de l'ouverture d'esprit pour pas passer à côté effectivement des Rolling Stones, comme avait pu le faire, je ne sais plus quoi, c'était Decca qui était passé à côté des Beatles. Donc rester toujours les yeux, les oreilles grandes ouvertes, exercice infiniment difficile. Qui peut se targuer aujourd'hui de ne pas rater effectivement le talent? On en voit des gens, on en reçoit des dossiers, on en croise des gens. À quel moment on se dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas raison? Voilà, ça c'est la qualité première. Et la deuxième qualité, encore une fois, c'est faire notre travail d'entrepreneur, effectivement, transmettre, donner les moyens et soutenir avec une vision de très longue durée. Gérard Inger, ça commence pas plus petit, même déjà quand on a des enfants, pour leur donner ce goût? Ça, c'est le travail de la famille, d'une part, et de l'éducation nationale, d'autre part. C'est vrai que théoriquement, la pédagogie depuis 1968 avait pour but de permettre aux personnalités de s'éveiller et donc peut-être d'être audacieuses. Les résultats me laissent parfois un peu rêveur ou perplexe. Vous regrettez vos manifs? Oui, notamment à côté, là, pas loin, dans la place de la Sorbonne. Mais pour répondre à votre question, j'ai envie de dire, je rejoins Gabriel, il y a des techniques de créativité, ça oui, on peut, bon, il n'y a pas des techniques d'audace proprement dites. En revanche, dans une entreprise, on peut organiser l'entreprise pour que ça passe, que l'audace de quelques-uns soit communicative, essayer d'éviter les hiérarchies trop pesantes, les cloisonnements qui empêchent la diffusion des idées et de l'audace. Ça, c'est sûr. Ça, on peut. Maintenant, il y a des gens audacieux, il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens couards, il y a des gens lâches, il y a des gens de tout genre, qui soient jeunes ou qui soient vieux. Pas dans cette salle. Bien entendu. Mais ça, le caractère de chacun y est pour beaucoup. Et puis tout ça me fait penser à une phrase de Valéry, le monde ne vaut que par les extrêmes et ne dure que par les moyens. Donc l'audace c'est bien, mais il n'y a pas de ça non plus. Il n'y a pas de ça non plus dans la vie. Donc il n'y a pas de réponse pour moi. Il n'y a pas de réponse précise à votre question. Oui, il y a des formes qui peuvent enseigner, qui doivent être enseignées. Oui, il y a des structures qui sont meilleures que d'autres pour diffuser l'audace. Mais chacun est bâti selon une personnalité qui peut ou pas être audacieuse, quelles que soient les contraintes. Nazia. À mon sens, en fait, l'audace peut se transmettre et s'enseigner aussi parce que c'est un état d'esprit et qu'en fait, ce qu'on voit assez bien dans nos sociétés, c'est qu'on a une peur bleue de l'échec. Et donc, évidemment, l'échec, c'est le premier frein pour l'audace. Et si on apprend à valoriser justement potentiellement l'échec, ou en tout cas à valoriser les tentatives, même si elles sont vouées à des échecs, c'est aussi une façon de débrider cette audace et de permettre à chacun de justement oser, puisque vu l'audace, c'est ça, c'est oser et dépasser ses limites et dépasser ses peurs. Pascal, là-dessus? Oui, j'en parlais tout à l'heure de l'échec. Une maison de disques, elle est structurée sur l'audace. Parce qu'il faut être fou d'aller dire, tiens, je vais signer ce gars, pourquoi? Est-ce que je le sens? Ça ne veut rien dire, mais c'est irrationnel. Bon. Alors, comment vous pouvez avoir des organisations qui permettent plus ou moins l'audace? Je pense que c'est des organisations décentralisées.
C'est pour ça que les maisons de disques sont structurées en forme de label, c'est-à-dire qu'en fait, au sein d'Universal Music, vous avez plein de sous-maisons de disques, Polydor, Barclay, Deutsche Grammophon, Verve, Blue Note, bon, vous en avez plein. Et donc, c'est des structures décentralisées. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'individu est au cœur de la décision. Et si vous voulez permettre l'audace, évitez la paperasse, évitez tous ces trucs-là, parce que c'est la fin de l'audace. Donc voilà quoi. Après, c'est, je pense, effectivement, la culture de si tu te trompes, c'est pas un drame, c'est essentiel, tu vas apprendre. Et puis ensuite, c'est la confiance. C'est-à-dire, c'est pas grave, si je me trompe, c'est pas grave, la prochaine fois, je me tromperai moins ou je me tromperai pas, et puis ça sera formidable. Donc là aussi, je pense que la confiance est un point important dans les organisations. Alors, mademoiselle, s'il vous plaît. Là, oui. Puis après, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Katia. Donc, j'ai assisté déjà à 2 conférences aujourd'hui. C'était bien ? C'était bien, mais en fait... Moins que celle-ci ? Beaucoup moins. Non, mais je suis stupéfaite, en fait, de voir que, notamment dans le programme, il y a beaucoup d'hommes qui prennent la parole sur l'audace. Et je me disais que, est-ce que l'audace est encore aujourd'hui, au XXIe siècle, réservée aux hommes ? Et voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question que j'adresse ou que vous adressez à tout le monde. Moi, je peux vous donner une statistique. C'est en général plutôt une femme qui réussit dans la musique qu'un homme, chez les artistes. Ouais, vous regarderez, les plus gros, les artistes en général qui vendent le plus, ce sont des femmes et pas des hommes. D'ailleurs, Daft Punk, quand on enlève le... Franchement, il va faire un stand-up, lui, à fond, ça. Nazia, quand même, une réponse là-dessus. Très sincèrement, vous un peu seule à cette table. Oui, en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit plus difficile pour une femme que pour un homme d'être audacieuse. Après, c'est vraiment, je pense, une question de confiance et dans l'éducation et la construction de la personnalité, prendre conscience qu'effectivement, c'est pas plus compliqué parce qu'on est une femme, qu'on a autant le droit à l'échec et au succès parce qu'on est une femme. Et du coup, quand ces questions ne se posent plus, voilà, on n'a plus nécessairement conscience qu'on fait des choses qui peuvent être perçues comme audacieuses, en fait, parce qu'elles sont naturelles et normales. Souvent, on dit que les femmes ont moins envie, notamment dans les entreprises, de se mettre en avant, de montrer qu'elles sont formidables. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, souvent, dans les manifestations comme celle-ci, il y a plus d'hommes, peut-être. Gérard ? Oui, c'est vrai historiquement, mais aujourd'hui, ça l'est moins dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la création artistique ou même dans les entreprises. Alors, il faut les quotas, il faut les règles pour les conseils d'administration, etc. Mais on y arrive. Vous avez une expo au Grand Palais sur Niki de Saint-Phal. En matière d'audace, c'est quand même pas mal. Le Goncourt, il y a 3 jours, a été décerné à une femme. Donc, je crois que là, en revanche, le poids de l'éducation est important. C'est vrai qu'il y a encore des stéréotypes qui se baladent dans les familles et on a tendance à pousser et à permettre une audace plus grande chez les garçons que chez les filles. Ça, c'est vrai et ça, c'est un obstacle. Néanmoins, je fais confiance aux filles et aux femmes d'aujourd'hui pour dépasser cela. Donc l'année prochaine, il y en aura plus. L'année prochaine, l'année suivante, encore plus. Il y a une thématique, vous avez vu, sur l'audace est-elle une qualité féminine, hein, c'est demain, à la même heure. Hein. Vous ne loupez pas ça. Hein. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'ai une question pour recentrer surtout sur l'audace créatrice et les contraintes économiques à l'échelle de l'artiste. Recentrer, ça veut dire qu'elle nous reproche d'être un peu partie. Ma question s'adresse plutôt à Monsieur Nègre. Vous avez commencé par nous présenter 2 modèles, notamment le gratuit et le payant, ainsi que le nouveau modèle de streaming qui serait par abonnement. Mais dans ces 2 cas, et notamment dans le dernier modèle, c'est vrai que la rémunération des artistes n'est pas assurée conséquemment. Et donc, ce que je voulais savoir, c'était comment, à mon sens, ces 2 modèles que vous venez de nous présenter ne sont pas exactement viables au niveau de la rémunération des artistes. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que dans tous les modèles de streaming qui sont présentés actuellement, par exemple Deezer et Spotify,
les artistes, la part qu'ils reçoivent est très peu conséquente par rapport au prix effectif auquel est vendu le morceau ou l'album, etc. Donc, à mon sens, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, vous êtes en train de... je ne peux pas vous en vouloir. Il y a une propagande faite par une société civile d'artistes qui s'appelle l'Adabi, qui a fait de jolies pages de pub dans le monde. La réalité, c'est que c'est faux. La seule chose est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on est en train de basculer, effectivement, de... je vends 300 téléchargements par semaine à... maintenant, je fais 30 000 streams par semaine. Alors, vous allez dire, oh dis donc, grosso modo, c'est la réalité. Si vous voulez avoir le taux de change en tête, à peu près aujourd'hui économiquement, un téléchargement égale 100 streams. Alors, quand vous regardez, vous dites, un stream, c'est pas grand-chose. C'est vrai. La rémunération par stream, sauf que les volumes de stream sont beaucoup plus importants. Toutes les semaines, le titre qui a été le plus streamé, il fait plus d'1 million de streams. Alors que le titre le plus téléchargé de la semaine, il va faire 4 ou 5 000. Et en termes de rémunération, mais ce que je veux dire, donc en termes de rémunération, le pourcentage sur un téléchargement ou sur un stream est le même. Donc la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est qu'on est en train de changer de monnaie, entre guillemets. Ça me rappelle ma grand-mère quand elle parlait en ancien franc, et voilà. Donc elle me disait, ça vaut 1 million. Je disais, non, ça vaut 10 000 euros, et maintenant ça vaut 10 000 francs, et maintenant ça vaut 1 500 euros. C'est juste, on est dans une phase de changement de monnaie. Donc, les gens considèrent qu'effectivement, un streaming, ça ne rapporte pas grand-chose. C'est vrai, sauf que les volumes streaming sont beaucoup plus importants que les volumes d'achat à l'acte. Mais donc en termes de revenus, ça change. En termes de revenus, ça change rien. Mais Pascal, le paiement d'ailleurs, par forfait... je finis. Il y a... Je suis là aussi. Cobalt, je suis d'accord. Cobalt, qui est un indépendant qui travaille avec un certain nombre de gros artistes et qui aide un certain nombre de gros artistes à vérifier leurs droits, etc., avait fait remarquer que sur le premier trimestre de cette année, eh bien, les revenus provenant de Spotify en Europe étaient supérieurs aux revenus provenant de iTunes. Et là, il parlait, et Spotify est une structure qui travaille pour les artistes. Donc voilà, donc on est juste dans un changement de monnaie, donc d'où cette idée de « il touche moins ». Mais la réalité, c'est que en termes de revenus, ça ne change rien. Juste pour préciser, ça dépend aussi de quel type d'artistes on parle. C'est-à-dire que vous parlez d'artistes qui font énormément de ventes, mais ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on a accès aussi à des artistes ou à des musiques qui sont beaucoup moins écoutées. Et donc ces artistes-là qui ne font pas énormément de ventes sur Internet, eux ont vraiment des problèmes de rémunération. Donc à mon sens, audace créatrice et contrainte économique, ce n'est pas un modèle viable, présenté comme ça. Alors, si je puis me permettre, que vous vendiez 300 titres en téléchargement ou que vous fassiez 300 streaming, vous n'allez pas bien vivre, hein, dans les deux cas. Donc, moi, je me suis depuis longtemps porté en foot sur la théorie de la long train. Vous savez, cette théorie qui était de dire, demain, il n'y aura pas des très gros vendeurs, il y aura plein de vendeurs dans des niches, quoi. Il y aura... Voilà, à l'époque, il y avait 1 million d'albums vendus, il y aura grosso modo 100 artistes qui vendront 1000 albums chacun et ça fera le million. Bon. Le problème dans cette affaire, c'est qu'économiquement, ça ne tient pas la route. Et que ce qu'on assiste aujourd'hui, si on regarde, c'est il y a une concentration des ventes. Il y a une concentration des ventes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 200 meilleures ventes de l'année sont beaucoup plus importantes dans leur poids économique qu'il y a 5, 10 ans ou 15 ans. Ça, c'est l'effet Internet. C'est ce que j'appelle, moi, l'effet du restaurant vietnamien. C'est-à-dire que si vous allez dans un bistrot, vous allez choisir 5 entrées, 5 plats. Vous y allez tous les jours de la semaine. À la fin de la semaine, vous aurez goûté 4 entrées, 4 plats. Si vous allez dans un restaurant vietnamien, vous avez 150 plats qu'on vous propose, on vous demande le numéro, à l'arrivée vous allez toujours manger des nems et puis le poulet machin. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, vous aurez goûté beaucoup moins de plats, alors vous avez un choix beaucoup plus large. Bon, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur Internet. Et ça, c'est un vrai... Oui, oui. Non mais réfléchissez-vous, vous vous dites, ouais, c'est vrai, il a raison. Bon. Donc, ça veut dire qu'affreusement, plus on vous propose du choix, moins vous choisissez. C'est terrifiant, hein. Bon. C'est un des problèmes d'Internet.
Donc, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les artistes qui sont sur des niches trop courtes auront des problèmes pour vivre, mais ils en avaient déjà avant. Donc ça, le changement de modèle ne changera rien à eux, fondamentalement. Juste une précision pour bien comprendre le modèle. Quand les gens payent un abonnement au forfait, est-ce que les différents titres streamés donnent droit pour chaque artiste à une rémunération précisément parce que son titre a été streamé, c'est bien ça? On sait aujourd'hui, on sait exactement combien de titres ont été écoutés, combien de fois dans le mois, et donc en fonction de ça, est réparti l'argent en fonction des écoutes. Je ne vais pas être pessimiste, sachez quand même que sur les 20 millions de titres sur Spotify et Deezer, vous en avez la moitié qui ne sont jamais écoutés. Donc ça, ceux-là, ils ont un problème économique. Et après, vous en avez, deuxième étape, vous en avez encore 50% qui sont écoutés une fois. Oui, mais là, ça, c'est la problématique de l'artiste qui rencontre son public ou pas. S'il n'est pas capable de rencontrer un public, c'est clair qu'il aura un problème économique. Mais ça a toujours existé du temps des 45 tours du streaming ou d'ailleurs. Mademoiselle, premier rang. Bonjour. Donc, je suis étudiante à Paris 1 en aménagement du territoire, absolument rien à voir. Ma question, l'accès à la culture, à certains pans de la culture, est aujourd'hui moindre pour certains du fait de contraintes économiques. Or, cet accès à la culture, c'est une condition nécessaire à l'audace, à la créativité. Selon vous, quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il est encore possible d'être audacieux ? Est-ce qu'il sera possible demain d'être encore audacieux ? Alors, on a moins d'argent, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la culture. Est-ce que ça va freiner la créativité globale? C'est ça, hein? J'ai bien compris. Nazia, vous voulez donner un élément de réponse? Je ne suis pas persuadée que... C'est un fait, ça? Vous y croyez, ça? Je ne suis pas certaine qu'il y ait moins d'accès à la culture. Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Et je ne suis pas certaine non plus que la culture et l'accès à la culture soit le levier pour l'audace. Je pense qu'on peut être inspiré et avoir de la créativité en regardant des nuages, en regardant un arbre, en parlant avec quelqu'un. Les sources d'inspiration, elles sont tellement multiples que finalement, même pour être artiste, les sources d'inspiration sont, j'espère, rarement exclusivement dans le monde de l'art, parce que sinon ça devient un effet Larsen et on ne s'adresse qu'à des spécialistes qui sont déjà intéressés par le sujet. Et à mon sens, c'est pas la source d'inspiration la plus riche qui puisse exister. Donc, mais effectivement, je ne connais pas les chiffres de l'accès à la culture du grand public, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de musées qui sont en accès gratuit. Les jeunes ont accès à énormément de musées aussi avec des cartes étudiantes. Donc il faudrait fouiller plus dans le détail. Mais bon, elle a peut-être un peu raison. Quand les périodes sont difficiles et quand il y a beaucoup de chômage de masse, il y a des gens qui ont moins envie, qui sont moins enclins à emmener leurs enfants, etc. Il y a une réalité sociale quand même. Non, Gérard. Je vous suis pas. En 1900, il y avait 1% de Français qui avaient le bac. 1%. Aujourd'hui, par tranche d'âge, vous le savez, on est à 85-90. Alors, c'est peut-être pas le même bac, c'est peut-être pas la même culture, le niveau baisse entre guillemets, parce qu'on n'arrête pas de le répéter, mais malgré tout, au niveau culturel, la population dans les pays développés en sait plus qu'il y a un siècle. Donc là-dessus, franchement, non. À partir de là, vous avez des instruments magnifiques pour la culture, comme le disait Nazia. Les musées vont être ouverts 7 jours sur 7. Pour beaucoup, ils sont gratuits. Avec Internet, vous avez le monde entier à vos pieds. Vous tapez sur Internet, vous avez toute la culture que vous voulez. Alors après, il faut avoir l'esprit critique pour faire face à cette avalanche de choses et pouvoir faire son choix. Mais l'accès à la culture n'a jamais été aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Il y a des freins. Bien sûr, il y a des freins, mais ce sont des freins dans les familles, des freins dans les pratiques, et il faut effectivement développer ces pratiques culturelles. Mais malgré tout cela, malgré tous ces freins, je crois que la situation est bien meilleure qu'elle ne l'était dans le passé. On arrive à la fin. Je voudrais vous demander aux uns et aux autres si vous pensez que l'art, dans toute sa noblesse, dans toute sa grandeur, doit être dégagé des contraintes du marché. Pascal? Surtout pas. Je m'attendais à cette réponse, mais... Mais surtout pas. Et même si aujourd'hui,
le poids de la publicité va être plus important qu'avant dans notre business. Surtout pas. Pourquoi ? Parce que bizarrement, je pense que... alors je vais me faire insulter, mais c'est pas grave. Je pense que, oui, une partie des biens culturels sont aussi des biens de consommation. Et c'est pas sale. C'est au contraire c'est vous qui tout à coup allez décider de la vie et de l'avenir du créateur. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Donc voilà, alors vous pouvez considérer que votre voisin a un mauvais goût ou bon goût. Ouais. Et voilà. Et je pense que le mécène, c'est quelque chose de formidable, mais en faisant attention que le mécène, il peut avoir très bon goût, il peut avoir très mauvais goût. Voilà. Et que surtout le mécène, il peut aussi influencer pour que tout à coup, il y ait des moyens d'expression et des contenus d'expression que le mécène ne veut pas entendre. Donc l'avantage, quand on est dans une logique commerciale, c'est que c'est le consommateur qui décide. C'est autre chose. Et ça permet un espace de liberté aux créateurs qui est, à mon avis, très important. Tout à l'heure, vous disiez, Gabriel, que les grands films d'Hollywood, aujourd'hui, ils sont pré-testés, post-testés, etc. Est-ce qu'on fait de la création quand on fait autant de marketing ? Moi, j'avais une phrase que j'avais mis en exergue de mon ancienne agence qui était Napoléon n'a pas pré-testé la bataille d'Austerlitz sur un panel représentatif d'Autrichiens. Donc, il est important quand même de réhabiliter la décision, et la décision rapide. En ce sens, Internet est un signe inouï, puisque c'est la décision et l'action instantanée. Pour revenir à la question sur l'art, encore une fois, au-delà des moyens, il faut absolument soutenir les artistes, quelles qu'en soient les conséquences. Il faut assumer aussi ces conséquences, que ça donne du Toscani, que ça donne de l'avant-garde ou tout ce qu'on veut, tout en respectant l'intégrité des artistes. Ne confondons pas tout de même art commercial, je dis ça sans aucun préjugé. Au contraire, la pop culture est un fait, et les artistes, je dirais, qui se rapprochent davantage de l'art brut engagé, mais il est de la responsabilité de société de les soutenir totalement, intégralement, et d'assumer complètement les conséquences de leur travail. Ça, c'est un devoir d'humain, de citoyen. Eh bien, cher Gabriel, cher Gérard, cher Nazia et cher Pascal, je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi à vous tous.